Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo de présentation du fichier de test sur la décomposition en éléments simples des fractions rationnelles. Dans la première vidéo, on avait vu deux exemples, ce qui avait permis de donner les idées essentielles mais pas de couvrir tous les cas possibles. Et donc dans cette seconde vidéo, on va traiter quelques exemples additionnels. En fait, 4 exemples. Allons-y pour le premier. Et malgré tous les efforts de votre prof de maths pour rendre le cours sur la décomposition en éléments simples absolument passionnant, ça n'a pas suffi. Vous vous êtes endormi en cours. Ça mérite bien une petite punition. Et puisque ça n'a pas l'air de vous intéresser beaucoup, et bien justement, on va vous en faire une de plus, qui est là. Bon, elle n'est pas trop dure, il y a 3 pôles simples réels. Et on commence par la première question. Que vaut, presque sans calcul, le coefficient A qui est ici? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. A égale 2. Et vous l'obtenez en considérant l'équivalent à l'infini, c'est-à-dire lorsque l'argument x tend vers plus ou moins l'infini, de cette fraction rationnelle. L'équivalent, c'est 2. Et comme côté droit, ces 3 termes tendent vers 0 lorsque l'argument x tend vers plus ou moins l'infini, eh bien a doit être égal à 2. De manière plus générale, et là je vous renvoie aux notes de cours, ce terme-là, qui se réduit ici à a, c'est ce qu'on appelle la partie entière de la fraction rationnelle. Et c'est aussi le quotient de la division euclidienne du numérateur par le dénominateur de cette fraction rationnelle. Dans les exemples précédents, cette partie entière valait 0, parce que le degré du numérateur était strictement plus petit que le degré du dénominateur. Ici, ce n'est pas le cas, les deux degrés sont égaux, donc il y a une partie entière qui est une constante. Si le degré du numérateur était plus grand, strictement plus grand que celui du dénominateur, on aurait une partie entière, un quotient de cette division euclidienne, qui pourrait contenir davantage de termes. Question suivante. Que vaut, toujours presque sans calcul, un tout petit peu plus de calcul, mais pas beaucoup plus, la somme B plus C plus D? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Ça vaut moins 6. Et pour obtenir ce moins 6, on va de nouveau regarder en l'infini. Mais pas l'équivalent à l'infini. L'équivalent à l'infini, on l'a déjà calculé, il vaut 2. On va regarder le terme suivant du développement asymptotique à l'infini. Pour l'obtenir, on fait passer a égale 2 côté gauche, on réduit au même dénominateur le nouveau membre de gauche ainsi obtenu, et on reprend l'équivalent à l'infini. Après réduction au même dénominateur, évidemment le terme 2x3 va disparaître. C'est normal, c'est celui qui donnait l'équivalent 2, et l'équivalent 2 on l'a soustrait, on l'a retiré. Donc c'est normal que ce terme-là disparaisse dans le nouveau numérateur. Et ce qui va nous rester, c'est le terme de degré 2 du développement du dénominateur fois 2, avec un signe moins devant. Donc, moins 6x2 divisé par équivalent x3 à l'infini, moins 6 sur x. Pour retrouver ce moins 6 sur x comme un équivalent côté droit, il faut que b plus c plus d vaille moins 6. D'où la réponse. Question suivante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes de nouveau endormi. Deuxième punition. Une nouvelle fraction rationnelle, avec des pôles réels, un simple, deux doubles. Du coup, l'expression de la décomposition en éléments simples, a priori, vous la connaissez. Le pôle simple, il nous donne un terme. Chacun des pôles doubles nous donne 2 termes. Et une première question. Parmi les 5 coefficients inconnus de cette décomposition en éléments simples, il y en a un certain nombre qui sont a priori, sans qu'il y ait besoin de faire le calcul, nécessairement non nuls. Combien et lesquels? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est 3. Et lesquels 3? A, C et D. Pourquoi? Parce que ce sont les coefficients associés au terme dominant au pôle. Si on commence par le pôle simple, en 0, la fraction rationnelle côté gauche, au voisinage de 0, elle diverge en constante sur x.
Donc elle est équivalente à une constante non nulle. Un équivalent, c'est toujours non nul, sur x. Et c, c'est cette constante non nulle. Puis au pôle double, c'est pareil. Au voisinage de x égale 1, la fraction rationnelle côté gauche, elle est équivalente à une constante sur x moins 1 au carré. Constante non nulle. Un équivalent, c'est toujours non nul. Cette constante, c'est a, puisque les autres termes, c'est des petits taux de 1 sur x moins 1 au carré. Ils sont soit bornés pour cela, soit ils explosent moins fort, ils sont à un ordre plus petit ou un ordre moins grand que ce terme-là. Donc pour cadrer avec l'équivalent côté gauche, il faut que A soit non nul. Et pareil pour D. A l'inverse, B et E, ils pourraient être nuls. Bon, disons, ils n'ont pas non plus de raison d'être nuls. Donc le plus souvent, ils ne le seront pas. Mais ils pourraient être nuls. Parce qu'ils ne contribuent pas à l'équivalent au pôle. Question suivante. Que vaut a priori, c'est-à-dire toujours sans calcul, la somme B plus C plus E? Attention, ce n'est pas les mêmes, hein. C'est B plus C plus E. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est 0. Pourquoi? Eh bien, côté droit, ces trois termes associés à B, C et E, c'est des termes qui sont dominants en l'infini, chacun individuellement, par rapport aux termes en A et D. Puisque chacun en l'infini, ils sont équivalents à une constante sur x. Ou alors ils sont nuls. Mais s'ils sont non nuls, ils sont équivalents à une constante sur x. Si la somme de ces trois constantes était non nulle, le terme de droite serait équivalent en plus l'infini à la somme de ces trois constantes b plus c plus e non nulles sur x. Or, côté gauche, au numérateur, le degré c'est 3. Et au dénominateur, c'est 5. Donc la fraction rationnelle côté gauche, c'est un grand taux, en plus ou moins l'infini, de 1 sur x2. Donc c'est un petit taux de 1 sur x. Donc ça ne peut pas être équivalent à l'infini à une constante b plus c plus e sur x. Donc b plus c plus e vaut nécessairement 0. Au passage, j'ai écrit, j'aurais pu le dire oralement, que l'équivalent en plus ou moins l'infini du membre de gauche, c'est non seulement une constante sur x2, mais c'est 3 sur x2. Bref, ça ne change rien à la réponse 0. Question suivante. Et la question suivante, elle fait précisément référence au fait que le membre de gauche est équivalent en plus l'infini à 3 sur x2. Sachant que b plus c plus e valent 0, est-ce que on peut en déduire que a plus d est égal à 3? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. C'est non. Certes, côté gauche, à l'infini, c'est équivalent à 3 sur x2. Certes, l'équivalent à l'infini du terme en a plus le terme en d, si la somme a plus d n'est pas nulle, ça vaut a plus d sur x2. Et donc s'il n'y avait pas d'autre contribution, ça devrait valoir 3 sur x2. Oui, mais le fait que b plus c plus e vaille 0, certes, ça vous garantit que la somme des trois termes associés n'est pas équivalente à une constante non nulle sur x. Donc la somme de ces trois termes, celui en b, celui en c, celui en e, c'est un petit taux de 1 sur x. Mais ce petit taux de 1 sur x, il pourrait être équivalent à une constante non nulle sur x2. Et donc il pourrait contribuer au même titre que le terme en a et le terme en d à l'équivalent côté gauche qui vaut 3 sur x2. Et donc il n'y a aucune raison que a plus d vaille 3. Bon, de toutes les façons, cette dernière question sur la somme a plus d, c'était un peu une question d'école. Parce qu'en pratique, les trois coefficients que vous allez calculer en premier, parce qu'ils sont très faciles à calculer, c'est précisément A, C et D. Parce qu'ils sont donnés par les équivalents au pôle. Donc vous allez bien le voir que A plus D ne vaut pas 3. D'accord? Donc vous inquiétez pas, la question elle est plus difficile que si vous aviez eu à faire vous-même le développement. Au passage, si vous aviez eu à faire ce développement, une fois que vous avez calculé A plus C plus D, il vous reste deux termes un peu plus pénibles à déterminer. C'est les deux derniers, c'est B et E. C'est normal qu'ils soient plus pénibles à trouver, puisque c'est des termes qui vont vous donner, non pas les équivalents au pôle, mais les termes suivants
du développement asymptotique au pôle. En quelque sorte, ils ont une influence plus subtile sur le comportement de la fraction rationnelle au voisinage du pôle que les termes dominants donnés associés à A et à D. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà une équation qui relie B plus C plus E, qui est donnée par l'équivalent en plus l'infini. Vous n'avez que deux inconnus, vous avez déjà une équation. Il vous suffit encore d'une dernière équation pour déterminer ces inconnus. C'est un peu casse-pied parce que vous ne pouvez pas prendre la valeur 0, puisque la valeur 0 c'est un pôle. Mais bon, de toutes les façons, vous allez y arriver. Soit vous prenez une valeur de x quelconque qui n'est pas un pôle, je ne sais pas, par exemple 2, ou bien vous retirez, vous faites passer côté gauche le terme c sur x, et ensuite vous prenez la valeur x égale 0. Bref, de toutes les façons, c'est un calcul un petit peu pénible, mais en y passant le temps qu'il faut, vous allez bien finir par déterminer ces deux coefficients, b et c. Mais ce n'est pas le sujet de toutes les façons de les calculer explicitement, le sujet c'était de se poser des questions de nature un peu générale, de compréhension du lien entre l'expression générale de la décomposition en éléments simples, les développements asymptotiques au pôle et le développement asymptotique à l'infini. Et on passe à la question suivante. Mais c'est pas possible. Vous êtes encore endormi. Et vous êtes le seul. Tous les autres, ils sont passionnés par la décomposition en éléments simples. Et particulièrement les éléments simples de deuxième espèce. Même motif, même punition. Et puisque ça n'a pas trop l'air de vous intéresser, les éléments simples de deuxième espèce, et bien justement, on va vous en faire manger un petit morceau. Bien mérité. Alors, voilà la fraction rationnelle. Un pôle simple réel, deux pôles simples complexes conjugués non réels, plus ou moins 2i. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait écrire la décomposition en éléments simples à l'aide des équivalents au pôle. Un équivalent au voisinage du pôle réel, moins 2, et deux équivalents au voisinage des deux pôles complexes conjugués plus ou moins 2i. Et les deux équivalents, ils sont eux-mêmes complexes conjugués, voire les notes de cours. Mais si on faisait ça, on aurait côté gauche une fraction rationnelle à coefficient réel, et côté droit une fraction rationnelle avec des coefficients complexes. Certes, qui traduit bien la divergence au pôle, mais avec des coefficients complexes. Ce qui n'est pas très pratique, par exemple, si on veut calculer une primitive, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper ces deux éléments simples de première espèce complexes conjugués, réduire au même dénominateur, et on va obtenir un terme de cette forme-là qu'on appelle un élément simple de deuxième espèce. Et en fait, c'est sous cette forme-là que c'est plus simple de déterminer les coefficients que sous la forme avec gamma et gamma bar en pratique. Bon, dans ce cas-là, ça ne change pas grand-chose, mais ça évite d'avoir à regrouper. On calcule directement sous la forme réelle. Bref, on a trois coefficients à calculer, A, B et C. Et la question, c'est dans quel ordre est-ce que vous les calculez? Et ça, on ne vous la fait pas. Comme il y a trois coefficients, il y a 6 ordres possibles. On est d'accord? Factoriel 3 égale 6. Et au passage, une fois que vous aurez l'ordre, ne vous arrêtez pas en si bon chemin, fournissez les valeurs. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Pour l'ordre, c'est 1, c'est A, B, C. D'abord A, puisque A, il est donné par l'équivalent au pôle réel, moins 2. Donc A, il va valoir moins 2 sur 4 plus 4, 8, moins 2 sur 8, moins un quart. Et une fois que vous avez A, vous faites quoi? Vous n'allez pas aller regarder l'équivalent au pôle plus ou moins 2i, parce que ça vous donnerait gamma et gamma bar. Vous pourriez le faire et regrouper après. Mais comme on a choisi de chercher directement les coefficients sous cette forme deuxième espèce, vous n'allez pas aller regarder les équivalents au voisinage des pôles complexes. Vous allez regarder l'équivalent, où ça? À l'infini, bien sûr. Et à l'infini, côté gauche, on a quelque chose qui est en grand taux de 1 sur x2, degré 1 sur degré 3, donc en petit taux de 1 sur x. Donc la somme a plus b, elle doit être nulle, parce que si elle n'était pas nulle, l'équivalent côté droit vaudrait cette somme sur x, et donc pas un petit taux de 1 sur x. Donc a plus b égale 0, donc b égale 1 quart. Il n'y a plus qu'à calculer c, et comment vous faites pour calculer c? Vous prenez une valeur particulière de l'argument x, la plus simple possible,
x égale 0. Ici, vous pouvez parce que 0 n'est pas pôle. Pour x égale 0, côté gauche, c'est nul. Côté droit, ça vaut a sur 2 plus c sur 4. A sur 2, ça vaut moins 1 huitième. Donc c sur 4 doit valoir 1 huitième, donc c'est égal à 1,5. Et on a terminé. Vous avez terminé votre troisième punition. On passe au slide suivant. Ah bah là, c'est vraiment plus de la faute du prof. C'est que vous avez tellement dormi en cours de maths sur la décomposition en éléments simples, que le soir, vous n'avez plus sommeil. Et allez savoir pourquoi, alors que quand même dans la vie, il y a des choses plus intéressantes, vous restez bloqué sur cette fraction rationnelle. Vous dites, l'expression elle est simple, oui mais elle n'est pas décomposée en éléments simples. Alors sa décomposition en éléments simples, c'est quoi? Ici, il y a 4 pôles complexes, c'est les racines quatrièmes de moins 1, que j'ai vaguement représenté sur ce dessin. Vous jetez un petit coup d'œil à vos notes de cours, et vous voyez dans ce cas-là que pour obtenir l'expression à coefficient réel de la décomposition en éléments simples, vous allez regrouper les éléments simples de première espèce, les équivalents aux pôles, par paire complexe conjuguée, 2 paires complexes conjuguées. Chaque paire de 2 pôles simples complexes conjugués, quand on les regroupe et qu'on réduit au même dénominateur, vous avez cette expression un peu compliquée, avec au numérateur des polynômes de degré 1 dont il faut déterminer les coefficients. Et donc vous vous dites, ma décomposition en éléments simples à coefficient réel, elle est de cette forme-là. Vous avez juste ou pas? Eh bien je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Oui, vous avez juste. C'est exactement cette expression-là, avec module de alpha égale 1, et 2 parties réelles de alpha égale plus ou moins racine de 2, puisque partie réelle de alpha égale plus ou moins racine de 2 sur 2. Et vous vous dites, oui mais comment je vais calculer A, B, C, D maintenant? Alors comme la prochaine question va donner une piste, si vous voulez y réfléchir, je vous laisse mettre sur pause maintenant. Et voici la prochaine question que je vais afficher. Vous avez bien fini d'y réfléchir. Allons-y. Que vaut la somme A plus C? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. A plus C égale 0. C'est un argument qu'on a déjà vu. C'est toujours l'équivalent à l'infini. Si A plus C n'était pas égal à 0, côté droit, on serait équivalent à l'infini à A plus C sur X, en plus ou moins l'infini. Or, côté gauche, à l'infini, on est beaucoup plus petit. On est en grand taux de 1 sur x4, donc en petit taux de 1 sur x3. Donc en particulier, en petit taux de 1 sur x. Donc A plus C égale 0. Et à votre avis, l'étape suivante du calcul pour déterminer ABCD, c'est quoi? Je vous laisse y réfléchir en mettant sur pause. Et maintenant, je vais afficher la question suivante qui donne une piste. Voici la question suivante. Que vaut la somme B plus D? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. B plus D égale 1. Et ça, vous le trouvez en vous plaçant en 0. Tout bêtement. Évidemment, en vous plaçant en 0, ça simplifie énormément les expressions. Côté gauche, ça vaut 1. Côté droit, ça vaut B plus D. Alors, vous avez 4 inconnus, 2 équations. La valeur de A plus C, la valeur de B plus D. Comment est-ce que vous allez terminer le calcul pour calculer vos 4 inconnus? Je vous laisse mettre sur pause et réfléchir à la réponse. Et voici la réponse. Là, vous faites le truc le plus bête du monde. Vous réduisez au même dénominateur. Vous réduisez au même dénominateur côté droit, avec vos 4 inconnus qui n'en sont plus que 2 puisque vous avez 2 équations, et vous identifiez, et vous trouvez vos valeurs. Donc vous voyez, dans ce genre de calcul, vous arriverez toujours à vous en sortir. Bien sûr, en regardant au voisinage des pôles, quand ils sont réels, ou bien au voisinage de l'infini, ou bien pour la valeur particulière 0, si ce n'est pas un pôle. Ça vous donne des moyens rapides d'accéder aux valeurs des différents coefficients. Mais quand ces moyens-là sont épuisés, la méthode la plus bête, qui consiste vraiment bêtement à identifier, elle marchera toujours. Et là, vous vous dites,
Mais en fait, avec les décompositions en éléments simples, il ne pourra jamais rien m'arriver. Je m'en sortirai toujours. Et là, vous vous sentez tellement bien, tellement rassuré, tellement rasséréné, que vous vous endormez comme un bébé. C'est terminé pour cette vidéo. Merci pour votre attention et bravo!